Salut! Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, c'est une nouvelle vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en fait. Je sais que beaucoup de personnes aiment les story time, donc je me suis dit pourquoi pas leur faire une story time. Donc aujourd'hui ça sera une story time pas très marrante et pas très... comment dire? Assez... en fait c'est un vécu qui est assez lourd et assez dur à discuter, à parler quoi. Et la prochaine fois que je vous ferai notre story time, je pense que ça sera un peu plus marrant et ça sera mieux. Donc là j'avais vraiment envie de vous parler de quand j'ai appris que j'ai été malade et comment ça s'est passé, et, vous dire un petit peu plus dans les détails comment se passe le cancer si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est pas très marrant à entendre, c'est pas quelque chose de facile à dire, mais je me suis dit tant qu'à faire une story time, autant faire une story time. Vraiment quelque chose de très 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 important qui s'est passé dans ma vie, et je trouve que ça c'est la chose vraiment la plus importante et la plus grave qui s'est passée dans ma vie. Donc ça sera pas très marrant, mais voilà, j'avais envie de le dire en fait, de raconter quoi. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que si vous en voulez d'autres, vous me le dites en barre d'infos, et puis voilà. Donc je vais vous commencer par vous dire le verdict, comment dire, comment je l'ai su, non, comment j'ai trouvé, comment je l'ai su, et le verdict et les traitements, et puis ainsi de suite. Donc en fait, j'étais partie en vacances à Paris, c'était pour les fêtes de Noël, et j'étais partie en vacances fêter Noël là-bas, le jour de l'an là-bas. On est resté environ 3 semaines là-bas, et puis nous sommes rentrés chez nous. Et je me sentais un petit peu fatiguée, mais voilà quoi, sans plus. Je me disais, bon c'est rien, c'est parce qu'on a passé des vacances. C'est vrai qu'on se couchait super tard, on se levait quand même super tard, donc je dormais quand même assez bien. Et je me suis dit quand même, je suis fatiguée. Et voilà quoi, je me suis dit, bon c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, ça doit être une baisse de fer ou de vitamines, c'est pas grave. Et puis un soir, en prenant ma douche, je prenais ma douche tout simplement, et puis en me frottant, j'ai senti en fait à ce niveau-là, sous l'aisselle, qui est complètement à côté entre le sein et l'aisselle, en me douchant, j'ai senti comme une petite bille de la taille d'un pois chiche. Et je me suis dit, ouais, bon, mais c'est pas grave, ça doit être juste la glande mammaire qui a gonflé, ou ça doit être quelque chose comme ça, je dois avoir un dérèglement hormonal, c'est pas grave. Donc j'ai continué ma petite vie comme si de rien n'était, et quand même cette petite boule, elle me tracassait, et je me disais, non mais s'il le faut, j'ai quelque chose, ou alors j'ai peut-être une tumeur bénigne ou quelque chose. Je me suis dit, mais bon, au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, je savais que j'avais quelque chose, mais je pense que je ne voulais pas le savoir. Donc j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé à beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes m'ont dit, tu devrais aller consulter parce que va consulter, ne reste pas comme ça, n'attends pas. Moi je me suis dit non, non, c'est pas la peine d'aller consulter, pourquoi tu veux que j'aille consulter, c'est rien, j'ai 30 ans, parce que j'avais 30 ans à l'époque, je me suis dit j'ai 30 ans, c'est pas possible que j'ai quelque chose quoi, ou alors ça sera quelque chose de bénin, ça sera pas très très grave. Ma mère me dit va quand même consulter, on sait jamais, ça ne coûte rien. Même elle, quand elle m'a dit ça, elle était persuadée que j'allais consulter et que j'aurais rien quoi. Donc je suis allée voir ma gynécologue, et ma gynécologue m'a dit bon, je vais te faire une échographie, et on verra ce que le radiologue dira à cette échographie. Donc j'ai pris rendez-vous, donc c'était une semaine après. J'ai pris rendez-vous à l'échographie, et je suis allée voir le radiologue. Il m'a fait l'échographie sur la boule, etc. Et bon, j'étais sereine, j'étais avec ma soeur, on était sereine, on rigolait et tout. Et le radiologue, il me dit, bon, à mon avis, c'est rien de grave, je vais vous prescrire des antibiotiques, vous prendrez des antibiotiques pendant 1 mois, et vous reviendrez dans 1 mois, on regardera l'évolution, si elle est partie ou quoi, c'est juste une petite inflammation. Donc il m'a fait le papier, moi je suis retournée voir la gynécologue, et la gynécologue, elle me dit, mais il y a quelque chose qui est louche, c'est que le radiologue a noté que c'était, il ne savait pas si c'était solide ou liquide. Donc elle a dit, ça déjà, ça me paraît un petit peu louche. Elle me dit, écoute, tu as fait l'échographie où? Je lui ai dit, c'était dans un cabinet particulier. Elle me dit, écoute, va directement en clinique. Là-bas, c'est des professionnels, ils sont un peu plus professionnels, et ils sont spécialisés dans les échographies, et puis
dans les mammographies, etc. Donc elle m'a refait une ordonnance et j'ai repris rendez-vous. Donc j'ai fait mon rendez-vous, je suis allée à mon rendez-vous, je crois que c'était encore 15 jours après. Donc entre-temps, le temps passe et c'est pas très très bon quand on a quelque chose de faire patienter. Il faut vraiment que quand vous sentez quelque chose dans le sein, d'aller consulter rapidement. C'est pas... De toute façon, vous êtes obligé d'aller consulter. Ça peut être bénin, ça ne peut ne pas l'être, mais il faut que vous ayez consulté le plus rapidement possible pour que s'il y a quelque chose, il faut que vous soyez pris à temps. Parce que quand c'est trop tard, je vous promets que quand c'est trop tard, c'est trop tard. J'ai beaucoup d'amis qui sont décédés, qui ont pris le diagnostic trop tard. Et je me dis que si j'aurais attendu, je serais peut-être plus là moi non plus. Je pense que si j'aurais attendu, c'est sûr, je serais plus là. Si j'aurais pas écouté ma mère et tout ce qu'ils m'ont dit d'y aller, voilà quoi. Parce que moi, je n'étais pas du tout décidée, pas du tout décidée. Je me suis dit, à 30 ans, c'est pas possible qu'il m'arrive quelque chose. Et ben si. Donc je vais continuer mon histoire. Donc j'ai pris rendez-vous dans la clinique où la gynécologue m'a dit d'aller. Et la radiologue, une femme super charmante, regardait et puis elle me disait... elle disait rien en fait. Je la voyais à son regard, je voyais que c'était quelque chose de bizarre et je me disais c'est pas bon, c'est bizarre. Donc elle m'a dit écoute, moi je vois pas grand chose, mais par précaution, de toute façon ils sont obligés, ils ne peuvent pas t'alarmer. Par précaution, on va faire une biopsie. Je me suis dit attends, une biopsie, pourquoi faire? Elle veut me faire une biopsie. Donc on a pris rendez-vous. Et je crois que c'était quelques jours après, elle a été assez rapide, ça a été très très rapide dans cette clinique. Donc elle m'a fait une biopsie. Donc une biopsie, c'est ils te mettent une grande aiguille comme ça. Excusez-moi. Ils t'endorment avant, ils t'endorment la partie, mais ils te mettent quand même une aiguille comme ça avec une espèce de... En fait, cette aiguille au bout, elle a une espèce de creux comme ça et ça fait schlac, schlac dans le sein et en fait ça arrache des petits morceaux de... Je crois que l'aiguille elle rentre et sort et ça arrache des petits morceaux justement de là où j'avais la grosseur. Et moi j'ai regardé ce qu'elle sortait et j'ai vu qu'elle sortait des morceaux noirs et des morceaux couleur chair, mais il y avait des morceaux noirs. Donc moi n'y connaissant rien, je me suis dit ouais c'est pas grave. Et elle, je voyais qu'elle avait une tête vraiment bizarre. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit vous, à votre avis, est-ce que ce que vous avez sorti, est-ce que pour vous c'est... Et je voyais qu'elle était pas très très bien dans sa tête. Elle m'a dit non, 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 vous inquiétez pas, il n'y aura rien. Ne vous inquiétez pas, rentrez chez vous, soyez tranquille, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Donc moi je me suis dit, elle m'a dit ça, c'est bon, je peux rentrer chez moi et tout, tranquille. Je suis allée voir mon copain et je lui ai dit voilà, ouais, elle m'a dit que c'était rien, c'est bon, moi j'ai pas de souci à me faire. Et je lui ai dit mais il y a un truc que j'ai trouvé louche, c'est que les morceaux, il y en avait qui étaient couleur foncée. Et lui, pour rigoler, il m'a... Enfin, pour rigoler, oui et non, parce que lui, dans sa tête, quand il y avait des morceaux couleur foncée, il m'a dit, à mon avis, c'est pas très bon signe. Mais dans sa tête, il pensait pas. Donc, les résultats d'une biopsie, c'est environ 15 jours. 10 à 15 jours. Donc, je pense que je les ai eus entre 10 à 15 jours. Ma maman est venue me chercher pour aller chercher les résultats de la biopsie. Moi, entre-temps, je ne me suis fait aucun souci. Je n'ai pas du tout stressé parce que dans ma tête, tout allait très bien. Et elle allait me dire une super bonne nouvelle. Donc on est arrivé au cabinet, j'étais avec ma maman et puis sur la route, avant d'arriver au cabinet, sur la route avec ma maman pour rigoler, je lui dis t'imagines, elle me dit que je vais mourir. Mais en rigolant, complètement rigolant. Et puis ma mère elle me dit mais arrête, pourquoi tu dis ça, mais n'importe quoi et tout. Et puis on a fait la folle dans la voiture, on a rigolé, on a dansé, on a vraiment fait les folles, je partais vraiment sereine. Donc on est arrivé au cabinet et tout, on attendait dans la salle d'attente et puis je l'ai vue arriver. Elle m'a dit c'est à vous. Donc je lui ai dit ma maman peut venir et puis elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit ah oui oui ta maman elle peut venir. Donc je me suis dit pourquoi elle m'a dit ça comme ça elle. Donc on arrive au cabinet, on s'assoit et puis elle me regarde et puis elle me dit bon mais j'ai pas une très bonne nouvelle à t'annoncer. Mais j'avais toujours pas réalisé ce qu'elle me disait. Je lui dis ah bon comment ça? Elle me dit ben écoute, bon, elle me l'a dit dans son jargon donc je ne sais plus exactement les termes utilisés. Elle m'a dit que j'avais elle m'a dit que j'avais un carcinome canalaire infiltrant de grade 3 qui était triple négatif. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit c'est quoi ce truc là? Dans ma tête c'était rien, c'était rien. Elle m'a dit voilà c'est une tumeur, il va falloir faire de la chimiothérapie. De quoi? De la chimiothérapie. Oui, il va falloir faire la chimiothérapie, il va falloir faire les rayons, il va falloir faire tout ça vite. Mais en fait, elle me parlait. Elle me parlait, mais j'avais l'impression que j'écoutais pas. J'étais ailleurs. Mais j'ai pas réalisé.
Elle me disait oui, voilà. Et la première question que je lui ai posée, c'est vraiment con, hein, c'est vraiment con, mais c'est pas est-ce que j'allais y passer, mais c'était est-ce que j'allais perdre mes cheveux. C'est la seule question que je lui ai posée, c'est si j'allais perdre mes cheveux. Enfin, la seule, non, la première question. Elle m'a dit oui, tu vas perdre tes cheveux, tu vas perdre tes cils, tu vas perdre tous tes poils, quoi. C'est vraiment une chimio. Tu as 30 ans, elle m'a dit. C'est une des chimios les plus fortes qu'on puisse donner à une personne de ton âge parce que tu es assez forte pour supporter une chimio comme ça. Parce qu'elle m'a dit que quand on avait un certain âge, on ne faisait pas des chimios aussi fortes parce que les personnes âgées ne supportent pas les chimios trop fortes. Donc elle m'a dit tu auras une des chimios les plus fortes voilà, quoi, pour une personne avec un cancer du sein parce que tu es jeune. Et voilà quoi. Et puis j'ai pas réalisé. Et puis ma mère, elle m'a regardée, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, je comprends pas. Elle me dit mais... Et ma mère, elle m'a dit mais tu as un cancer. Quand elle m'a dit ça, j'ai l'impression qu'il y a... En fait, l'hôpital, la clinique s'était effondrée sur moi. J'ai l'impression que tout s'était effondré sur moi. Donc je suis restée assise, je parlais plus. C'est comme si j'ai eu un choc en fait. C'est comme si que j'ai eu un choc sans vraiment réaliser et je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans ma tête. Parce qu'après, elle est partie, elle m'a dit attendez, bougez pas, je vais voir tout ce qu'il va falloir faire, tous les examens, etc. Qu'il va falloir que vous fassiez tous les rendez-vous, qu'il va falloir que vous preniez, etc. Je reviens. Elle est partie. Donc moi, j'étais assise, ma mère, elle pleurait. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a pleuré? J'avais toujours paralysé. Mais qu'est-ce qu'il y a maman? Pourquoi tu pleures? Elle me dit mais t'as pas compris, t'as un cancer et tout. Je lui ai dit mais c'est rien, mais c'est pas grave, je vais guérir et tout. Et elle continue à pleurer. Donc moi en attendant j'ai appelé mon papa, je lui ai dit, j'ai appelé tout le monde, j'ai raconté à tout le monde. Mais je n'avais toujours paralysé. Je ne pleurais pas, c'était vide. Dans ma tête c'était vide. Donc la docteure est venue, elle m'a donné tous les rendez-vous avec le gynécologue, le chirurgien, etc. Donc, et puis après on est parti. Si ma maman lui a posé comme question est-ce qu'elle va s'en sortir, et la radiologue lui a dit je ne peux pas vous dire madame. Donc je ne réalisais toujours pas. Je ne réalisais toujours pas qu'elle parlait de moi et je suis partie, on est parti du cabinet, on est arrivé, on est venu à ce rendez-vous, on était morts de rire, on rigolait, on dansait, on est reparti en fait. J'ai pas parlé, tout le long de la voiture j'ai pas parlé, je réfléchissais ce qu'il me disait. Ma mère elle appelait tout le monde, toute la famille, Jessica elle est malade, Jessica elle est malade. Voilà quoi, dans sa tête je pense qu'elle pensait que j'allais mourir parce qu'en plus la radiologue m'avait dit que le triple négatif était celui... Enfin, elle me l'a pas dit en fait, mais elle m'a dit que c'était vraiment un cancer qui était très dur à guérir. Donc elle me l'a pas dit, mais elle a fait comprendre quoi que c'était pas... J'allais pas m'en sortir obligatoirement. Donc on est rentré chez nous et moi qu'est-ce que j'ai fait? La connerie que j'ai fait. J'ai été regarder les termes de mon compte rendu de la biopsie et je suis allée sur internet et j'ai regardé ce qu'était un triple négatif. En fait, un triple négatif est un cancer non hormonodépendant, c'est-à-dire que moi je n'aurai pas d'hormonothérapie, que je n'ai pas eu d'hormonothérapie après ma chimio et ma radiothérapie. Et l'hormonothérapie sert en fait à éviter les récidives. Donc moi je n'ai pas le droit à ça parce que mon cancer ne réagit pas à ces hormones. Voilà quoi, donc je n'ai pas ce bouclier pour me protéger. Et quand je suis allée voir sur internet ce cancer-là, ce type de cancer, puisque bon, il y en a plusieurs, hein, je pense que vous avez compris depuis le début, c'était vraiment le pronostic le plus sombre. Celle qui mourait le plus avec ce cancer, les personnes qui s'en sortaient pas, c'était vraiment des choses atroces. Quand vous avez quelque chose, les gens n'allaient pas regarder sur internet, surtout ne regardez pas sur internet. Je n'ai pas dormi pendant 15 jours quand j'ai vu que c'était le cancer le plus sombre, le diagnostic le plus sombre. C'était mon cancer. Je n'ai pas dormi, je crois, pendant 15 jours. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Je pleurais toute la journée. Je ne parlais plus. Je ne rigolais plus. Ma vie s'était arrêtée en fait. Pour moi, j'allais mourir. Mon fils avait, je crois à l'époque, il avait 5 ans. Il me voyait pleurer toute la journée, je ne dormais pas. J'ai été obligée d'aller voir mon médecin pour qu'il me donne quelque chose pour dormir.
un tranquillisant. Comme elle m'a dit, c'était pour voir des éléphants roses. Ça a bien fonctionné parce que le soir ça allait, mais la journée ça n'allait plus. Comme je prenais ce médicament que le soir, eh ben voilà quoi, le soir ça commence à aller, mais parce que c'est le soir qu'on a souvent les idées noires, mais la journée je pleurais tout le temps. Je faisais que pleurer, j'appelais tout le temps ma mère, est-ce que tu crois que je vais mourir? Est-ce que tu crois que je vais mourir? Est-ce que tu crois que je vais mourir? Et elle me disait mais non, tu vas pas mourir, tu vas t'en sortir. Et voilà, j'ai vraiment passé, je crois, déjà les 15 jours les plus horribles de ma vie. Dans ma tête, j'allais mourir. Dans ma tête, je m'en sortirais pas. Je voyais plus l'avenir, je voyais plus rien. Je me disais, mon fils, je le verrai pas grandir. Ma fille, je la verrai pas grandir. Je ne vieillirai pas, je ne ferai plus rien. J'avais plus de projet, j'avais plus rien. C'était vraiment. J'étais morte, j'étais déjà morte. Dès que j'ai été voir sur internet, j'étais morte. J'allais dans mes rendez-vous, je pleurais. Je suis retournée voir la radiologue, je pleurais. Dans la salle d'attente, j'étais rouge, j'avais les yeux comme ça. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi elle pleure? Et voilà quoi. Donc après, ça en est suivi, je suis allée voir le gynécologue. Le gynécologue m'a pris rendez-vous pour me faire une tumorectomie, c'est-à-dire qu'il a juste enlevé la tumeur. J'ai pas perdu mon sein, il a juste enlevé la tumeur. Donc ça a été la première étape. Ça s'est bien passé, je n'ai pas eu trop de douleur. Je suis restée 2 ou 3 jours à l'hôpital. Donc une fois qu'il m'a sorti la tumeur, je me suis dit ça y est, ce connard est sorti de mon corps déjà, c'est une première étape. J'étais toujours en dépression, mais je me suis dit, première étape, c'est bon quoi. Déjà, il est plus là. Après, il fallait regarder si ça n'avait pas envahi la chaîne ganglionnaire, si j'en avais pas ailleurs. Ah oui, avant de faire ça, j'ai bien sûr fait tous les examens, le TEP scan, le PET scan, le TEP scan, le PET scan. Le PET scan, je crois. Radio des poumons, radio du cœur, j'ai tout fait pour savoir si je n'avais pas de métastase. Heureusement, je n'avais pas de métastase. Alors ça, c'était ma hantise parce que qui dit métastase dit maladie chronique, qui dit qu'on ne guérira jamais. Et on peut vivre longtemps comme on peut vivre pas très longtemps. Donc ça, vraiment, les métastases, c'est ma hantise. Je touche du bois, j'espère ne jamais en avoir parce qu'on peut récidiver à tout moment. Donc voilà, ma vie n'est pas très rose tous les jours parce que voilà, quand je pense souvent à ça, je me dis que si un jour ça peut arriver 10 ans après, ça peut arriver 20 ans après, ça peut arriver 3 ans après, ça peut arriver 6 mois après. Donc j'essaye de ne pas y penser, mais voilà quoi. Donc on va revenir à ce que je disais, donc il m'a fait la tumorectomie. Ensuite, ils m'ont posé un porte-à-4. C'est une espèce de... de boîtier qu'on pose dans la veine, je crois que c'est la veine jugulaire, je ne veux pas dire de bêtises. Mais bon voilà quoi, c'est pour faire passer la chimio parce que s'il nous pique tout le temps dans les bras etc, c'est mortel quoi, les veines ne supportent pas la chimio, ça peut péter quoi à tout moment. Donc on m'a posé le porte-à-4, je suis rentrée le matin, je suis sortie l'après-midi, c'était un ambulatoire. Donc voilà, j'avais mal, franchement ça fait mal ça. Je pouvais pas bouger le bras etc. D'ailleurs j'ai une grosse cicatrice à vie quoi. Voilà quoi, c'est les choses de la vie. Et 3 semaines après le diagnostic, de toute façon 15 jours après, j'ai été opérée. Et 15 jours après, ce connard de cancer avait déjà pris 1 cm. Il avait déjà grossi. À l'annonce, il faisait 14 mm. Et dès qu'il me l'a sorti, j'ai demandé au gynécologue, il m'a dit qu'il faisait environ 25 mm, c'est-à-dire qu'il avait pris 1 cm quoi. Donc ensuite, voilà, 3 semaines après, donc j'ai commencé ma chimiothérapie. Donc j'ai eu 2 protocoles, j'ai eu 6 chimiothérapies. 3 chimiothérapies c'était du Fexan et les 3 autres c'était du Taxotere. Donc c'est le terme de la chimiothérapie. Donc les 3 premières chimiothérapies elles ont été affreuses. Affreuses. Déjà la première ça a été la plus terrible. Quand je suis sortie de la chimiothérapie, j'avais un rendez-vous, je suis pas rentrée chez moi directement, j'avais un rendez-vous et je suis rentrée je crois 2 heures après, mais au bout d'1 heure et demie, j'ai commencé à avoir des nausées. J'ai commencé à avoir tout mon corps qui s'est mis à trembler et j'ai commencé à avoir tout mon corps qui piquait, et je pleurais et j'hurlais. Mon copain m'a ramené chez moi et j'hurlais dans la voiture, j'hurlais de douleur, j'hurlais. Je suis montée, je sais pas comment je suis montée d'ailleurs, à la maison, je me souviens plus. Je me suis couchée, j'ai pris des médicaments et j'ai essayé de dormir et je crois que j'ai pleuré, j'avais mal. J'avais envie de vomir et j'ai vomi toute la nuit. Donc elles étaient vraiment terribles pour moi. Les 3 Fexans, elles étaient terribles. J'ai été malade pendant
C'était toutes les 3 semaines les chimiothérapies. J'étais malade 15 jours. Je ne bougeais pas de chez moi pendant 15 jours. La dernière semaine où ça commençait à aller mieux, ben, je recommençais la chimiothérapie. Donc les 3 premières, elles ont été vraiment terribles. Je suis tombée dans les pommes plusieurs fois. J'ai fait des malaises, des baisses de tension. J'ai perdu mes cheveux. 3 semaines après la première chimiothérapie, j'ai mes cheveux qui ont commencé à picoter. Donc ça picotait, ça picotait. J'avais essayé de les garder. Je me suis dit non, je les rase pas, je les garde, tant pis. Peut-être qu'ils vont pas tomber. Je mettais des foulards. Et je mettais des foulards et des bonnets. Et je me disais, garde tes foulards et tes bonnets, ça va garder tes cheveux sur ta tête, ils vont pas tomber. Mais quand le soir j'enlevais mes foulards, j'enlevais mes bonnets, j'avais les cheveux, c'était rempli de cheveux. Et quand je me douchais, c'était rempli de cheveux. Je me peignais même pas parce que j'avais peur de me les arracher. Donc au bout d'un moment, ça commence à me picoter beaucoup, 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 beaucoup. Ça picote parce que les cheveux ils veulent tomber et ça pique. Donc j'ai dit à mon copain, vas-y, c'est bon, prends la tondeuse et rase-moi. Donc il a pris la tondeuse. Et il m'a rasé. Et quand il m'a rasé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Et tellement que j'ai pleuré, il me disait, mais c'est rien. Il me dit, c'est que des cheveux. Il me dit, tu seras toujours la même. Tu seras toujours Jessica. Tu seras toujours la même intérieurement. Tu seras toujours belle. Et ça ne changera rien. Donc ça m'a un petit peu remonté le moral. Mais quand je me suis vue dans le miroir, c'était vraiment affreux, quoi. Donc là, j'ai perdu donc, mes cheveux avec ce protocole. Ensuite est passé les trois autres protocoles. Par contre, les 3 autres protocoles, elles ont été... on m'avait dit que j'aurais des douleurs atroces dans les os, que je pourrais plus rien faire, etc. Ben, franchement, ça a été. Je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui supportent mieux la FEC et il y en a qui supportent mieux la taxo. Moi, j'ai mieux supporté la taxo. Et voilà quoi. Donc, du coup, j'ai pas eu de douleur d'os ou quoi, mais par contre, j'ai eu beaucoup de douleurs au bout des doigts. Toutes les extrémités en fait, on m'a dit que j'aurais mal à toutes les extrémités. D'ailleurs il fallait tout le temps que j'ai les ongles protégés avec un vernis au silicium. Il fallait toujours que j'ai les doigts protégés mais avec un vernis foncé, justement pour pas que les rayons du soleil atteignent mes doigts et, et que j'ai le moins de dégâts possible. Mais malheureusement j'ai perdu tous mes ongles sont tombés, des pieds, des mains, je n'avais plus d'ongles. C'est à ce moment là que mes sourcils et mes cils sont tombés. Donc j'avais déjà perdu tous mes poils, mais mes cils et mes sourcils sont tombés à ce protocole-là. Donc à ce moment-là, quand vous perdez les cils et les sourcils, vous êtes vraiment malade. Vous avez vraiment la tête malade. Les cils et les sourcils sont très importants dans un visage. Heureusement que j'ai réussi à me maquiller comme j'ai pu. Heureusement, je suis une fanatique de maquillage, de make-up, de maquillage et tout ça. Heureusement parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas. J'avais de belles perruques aussi, donc ça m'a aidé pour le choix de la perruque. J'ai pas parlé de la perruque, du coup, je brûle les étapes. J'étais vraiment en dépression quand je me suis rasé la tête, parce que j'avais pas une belle perruque. J'avais vraiment des perruques de chez les cliniques du cheveu, c'est vraiment des perruques d'ancien temps qu'on voit, mais il n'y a même pas de raies, quoi. C'est un gros casque comme ça, c'est affreux, ça se voit que c'est des perruques, ça brille et tout. Et j'étais en dépression, je me disais, mais comment je vais faire avec ces perruques? J'ai dit, tant pis, je prends pas de perruque. Tant pis, je porterai des foulards. Et en regardant sur le net, tout simplement, j'ai vu que les personnes de couleur noire, la plupart, elles mettaient des perruques, des laces. On voyait la raie de cheveux, on voyait tout. Elles étaient magnifiques, c'était du vrai cheveu. Et je me suis dit, mais à Toulouse, il y a un quartier comme ça, c'est le quartier Saint-Cyprien. Je pense qu'il y a des coiffeurs de black, où ils font les tissages, etc. Et il faudrait que j'aille faire un tour. Et quand je suis allée faire un tour là-bas, je me suis sentie libérée parce que j'ai trouvé des perruques mais magnifiques avec avec la raie de cheveux, c'était naturel, j'ai trouvé des perruques à ma couleur de cheveux, blonde platine, longue et tout, c'était magnifique. Et de ce moment-là, je me sentais super libérée par rapport à mes cheveux, parce que les cheveux c'est vraiment tout, c'est la féminité. J'avais plus du tout de cheveux, quoi, j'étais vraiment chauve, quoi, j'avais rien, quoi, sur le caillou. Et les foulards, j'avais honte de mettre des foulards parce que j'avais honte du regard des gens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu honte du regard des gens, parce que quand on mettait un foulard, ici vous n'avez pas les pattes, vous n'avez pas les pattes de cheveux, vous n'avez rien. Derrière c'est pareil, quand vous mettez des foulards, vous avez normalement des cheveux qui dépassent, mais moi j'avais rien, c'était tout nu, ça se voyait que j'étais malade. Et rien, j'avais honte, je ne sais pas pourquoi maintenant, à ce moment, pourquoi j'avais honte. Ce n'était pas de ma faute que j'étais malade. J'ai pas demandé à être malade, je sais pas pourquoi. J'avais honte des foulards, donc
du moment que j'ai eu... Je mettais quand même des foulards, je sortais en foulard et des fois je me disais vas-y c'est bon parce que la perruque en plein été, merci quoi. Il faisait 30 degrés, 35 degrés, la perruque tu la supportes plus. Donc de temps en temps je mettais des foulards mais je regardais tout le temps à droite à gauche. Je regardais les gens. Puis quand tu t'approches des gens, les gens ils voient que t'as pas de cils. Même si je mettais l'eyeliner pour cacher le manque de cils, les gens ils voyaient que t'avais pas... Ça se voit que j'avais pas de cils et que j'étais malade. J'avais les yeux, quand on me regardait sur le côté, je ressemblais à un escargot. C'était vraiment, quelque chose d'abominable. Le manque de féminité, après la douleur physique que l'on ressent, c'est le moral, c'est vraiment affreux quoi. Ça te donne un coup au moral que vraiment, je ne sais même pas comment expliquer. C'est une période de ma vie que jamais j'oublierai. C'est une période de ma vie qui a été traumatisante pour moi. C'est quelque chose que je ne sais pas si on devait m'annoncer que je récidivais ou quoi. Je ne sais même pas si je pourrais supporter encore de faire ces traitements. Parce que c'était vraiment très très dur. Et j'ai caché à tout le monde, à mon entourage, que j'étais mal. Je leur disais que ça allait bien, donc personne ne s'est aperçu de rien. Quand je sortais dehors, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais su que j'étais malade. Ils l'ont su par rapport aux vidéos, parce que j'ai une autre chaîne YouTube. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos où je parle je donne des conseils aux personnes malades comme moi j'ai été, conseils maquillage, etc. Et les gens, ils ont appris là que j'ai vraiment été malade, mais ils ont été choqués tellement que j'ai bien caché la maladie, tellement que j'ai bien caché le fait que ça n'allait pas. J'avais pris du poids pourtant, j'avais pris 12 kilos, mais bon, les gens ils se disaient, ah, elle a trop mangé quoi, elle a pris du poids et tout, alors que c'était la cortisone qui m'a fait gonfler, grossir. Donc ça aussi, c'était. J'ai réussi à bien cacher à bien berner mon monde quoi, et ça aussi, ça a été une victoire pour moi parce que je ne voulais pas trop que ça se sache, et si je l'aurais pas dit, personne n'aurait su en fait. Donc voilà, ensuite il s'est passé, une fois que j'ai fini ça, j'ai fait la radiothérapie. Donc la radiothérapie, t'as pas mal quoi, c'est juste des rayons, ils te mettent des rayons pour finir le protocole. Et ça fait pas mal, mis à part que ça te brûle toute la partie et t'as plus de peau, t'as plus rien, t'es à vif quoi. Et puis voilà quoi, tu gardes tes cicatrices et je sais pas comment dire quoi, c'est c'est comme ça. En fait, je sais plus comment, je sais plus quoi dire en fait, je sais plus comment dire parce que là du coup ça m'a remonté tous les souvenirs et c'est vrai que c'est assez douloureux. Quand je parle de ma maladie, j'arrive pas à dire le mot cancer, j'arrive pas parce que c'est un mot tellement fort. C'est un c'est un ouragan qui passe dans votre vie. Mon fils, il a été complètement en dépression, il voulait plus aller à l'école, il voulait rester avec moi. Il il pensait que j'allais mourir. Il était sûr que j'allais mourir parce qu'il m'a vu dans... ma fille pareil, ils m'ont vu dans des états... ils m'ont vu sans cheveux, ils m'ont vu sans rien, ils m'ont vu malade, ils m'ont vu vomir, ils m'ont vu pleurer, ils m'ont vu... C'est ma fille qui s'occupait, qui s'est bien occupée de moi, elle me faisait à manger le soir et tout. C'était... voilà quoi, ils m'ont vu dans des états vraiment abominables. C'est vraiment une maladie de merde, c'est vraiment une maladie de merde. Je sais pas comment ils font les enfants pour supporter ça, ils sont forts les enfants pour supporter toute cette chimiothérapie et tout ce qui s'ensuit, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, ça... C'est la chose la plus terrible, je pense, qui puisse arriver dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis franchement, les filles pour le cancer du sein, parce qu'après, même si vous avez d'autres symptômes, allez consulter. Même si vous pensez que c'est rien dans votre tête, allez consulter. Même si vous trouvez des grosseurs, surtout dans vos seins, les filles, moi je vous dis ça parce que moi c'est un cancer du sein que j'ai eu. Mais si vous trouvez des trucs dans vos seins ou des choses comme ça, s'il vous plaît, allez consulter. Allez consulter, ne restez pas comme ça parce que quand il est trop tard, c'est justement parce que j'ai été voir le médecin et que je l'ai pris assez tôt que pour l'instant je suis en rémission. Mon oncologue m'a dit que pour lui j'étais guérie parce que ça a été pris assez tôt. Et malgré le fait que ce type de cancer soit le pronostic le plus sombre, ils disent ça parce que c'est celui qui est le plus rapide, c'est celui que si tu prends pas à temps, tu métastases dans tout le corps, ça se généralise et tu meurs. Mais moi, je l'ai pris à temps, justement parce que je me suis réveillée et j'ai écouté mon entourage. Donc, je pense que sinon, je ne serais plus là. J'aurais déjà eu des métastases un peu partout et ça fait 3 ans et je pense que ça fait longtemps que je ne serai plus de ce monde. Donc, heureusement, je les remercie de tout cœur d'avoir vraiment, de m'avoir forcé à aller voir le médecin et d'avoir toujours été là pour moi parce qu'ils ont aussi été là pour moi. Et même si eux,
Je vais dire un petit message à ma maman, même si toi tu crois que t'as pas été là pour moi, mais t'as quand même été là pour moi. Donc voilà. Parce que ma maman elle est partie en dépression à cause de ça. Et moi je crois que c'est ma faute. Elle a dit que c'est sa faute, mais en fait pas du tout. C'est pas de sa faute, c'est la faute à personne. C'est arrivé comme ça et je sais pas comment dire. C'est comme ça. Donc voilà. Parce qu'elle travaillait, et elle pouvait pas s'occuper, être là tout le temps avec moi et s'occuper de moi, c'est normal. Donc voilà quoi. Mais c'est pas ta faute, hein. Je sais que c'est pas ta faute et c'est comme ça. Donc moi je t'en veux pas, hein. Même si toi tu t'en veux, mais moi je t'en veux pas. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais lui dire. Voilà. Donc c'était vraiment la petite story time que je voulais vous faire et c'était surtout pour que vous puissiez vous rendre compte ce que c'est et surtout faites-vous surveiller, faites-vous surveiller votre corps, surtout le moindre signe, la moindre fatigue ou la moindre perte de poids. N'hésitez pas à aller faire des analyses, ne restez pas comme ça. Moi j'avais une prise de sang tous les mois à faire avant la chimio, toutes les 3 semaines avant la chimio et puis voilà, c'est tout, je ne sais plus quoi dire. Voilà, ça s'est terminé. Finalement, je suis en rémission. Mes cheveux ont repoussé, ils ont repoussé très très fin, mais ils ont repoussé, tant pis. Mes sourcils ont repoussé très très fin, c'est pour ça que j'ai fait un tatouage. Mes cils, ils sont pas comme avant. J'ai perdu du poids, mais bon, j'ai pas perdu tout mon poids, il me reste encore un petit peu. Et puis voilà, c'est tout. Donc maintenant, je suis en rémission et puis tout va bien, je touche du bois, je touche tout ce que je peux, j'espère que ça ira bien et que jamais cette merde elle me retombera dessus. Et voilà, c'est tout. C'était vraiment... voilà, j'avais besoin de me parler, j'avais besoin de me libérer et comme story time j'ai trouvé ça et je me suis dit est-ce que je vais leur en parler, est-ce que je vais pas leur en parler, est-ce que je vais leur dire quelque chose de marrant. Ben, la prochaine fois ça sera quelque chose je pense des petites anecdotes qui s'est passé dans ma vie et qui sont marrantes je pense, surtout avec les anecdotes de mon père. Quand je vous parlais des anecdotes de mon père je pense que vous allez vous pisser aux culottes. Donc voilà, la prochaine ça sera ça et puis voilà ça sera tout donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.